historique, pareil. Alors moi, par contre, j'ai fait des études d'histoire. Donc j'étais enseignant en histoire aussi, à peu près en 2003, environ. Pareil, mon rapport à l'histoire est évident. Puis moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que mon père avait l'histoire. Donc me raconter, voilà, l'histoire médiévale, etc. Et quand j'étais petit, j'avais vu un film. Alors maintenant, tout le monde connaît, mais à l'époque, il n'y avait pas longtemps, c'était l'ancien, un péplum. Alors après les murs, un péplum, c'était les thermopiles. Et donc, quand j'ai tombé dans cette histoire, je me suis dit, c'est fou, c'est génial. Ça m'a donné le goût de l'histoire et de jouer avec l'histoire. L'histoire, vraiment, c'est associé à la curiosité personnelle. Moi, j'ai pas fait d'études. Et c'est vrai que je ne saurais pas vous dire quand on commence à démarrer, que ce soit par la bande dessinée, puis le roman, puis les essais, puis les documentaires. J'ai toujours eu un lien, et aujourd'hui encore, j'ai toujours ce rapport assez fascinant, mais un peu comme tu disais, de se rendre compte qu'il y a des choses historiques qui sont tellement incroyables qu'aujourd'hui on les mettrait dans un roman, on n'y croirait pas. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que l'exemple que tu donnes, on pourrait vraiment citer pas mal de gens qui nous disent ça n'a pas existé, ou ainsi de suite. En fait, l'histoire est souvent beaucoup plus surprenante que ce qu'on croit. Et moi, j'ai cette curiosité-là d'aller gratter pour dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, de tirer parfois des vraies perles que je tire des romans par la suite. Même chose, même question, et c'est le même émerveillement face au fait historique chez vous. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui aime me raconter des histoires, et je suis complètement d'accord, ça vient vraiment d'une histoire familiale. Et ces histoires s'ancrent dans le réel, à un moment ou à un autre. C'est aussi trouver l'humain à l'intérieur de cette grande histoire. Et donc c'est toujours s'intéresser aussi aux gens à l'intérieur des événements, mais aussi aux événements dans leur rapport aux gens, ce qu'ils impliquent, ce qu'ils provoquent, etc., etc. Et il y a aussi cette curiosité, cette espèce de chasse au trésor dans les archives, découvrir des histoires incroyables, ou au contraire avoir des confirmations. Là encore, moi j'ai fait beaucoup d'histoires très locales, et cette répercussion d'une grande histoire qu'on trouve toujours désincarnée à l'intérieur d'un petit groupe humain, ou dans les implications qu'elle peut avoir vraiment dans une commune, ça c'est très très intéressant. Mais je reste aussi une grande fan d'histoire S. Et j'aime les romanciers qui mêlent les deux. Ils ont ce talent-là, justement. Et par leurs personnages, ils incarnent aussi des événements qu'on peut voir un peu trop livresques. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces romans historiques? C'est l'incarnation de ces personnages? C'est l'incarnation, c'est aussi le fait qu'ils donnent à voir les sentiments que peut déclencher un événement historique. C'est aussi toujours cette idée de l'homme ballotté, l'homme transformé par l'histoire. Et puis quand on a la chance de lire des bons livres, on retrouve aussi tout l'arrière-plan historique, mais d'une autre manière, beaucoup moins sèche. Même si j'aime beaucoup les thèses et les livres d'histoire pure, il y a aussi ce côté, on raconte des histoires. Je suis désolée, mais moi j'aime ça. Oui, je rejoins tout à fait ce que vous dites, ce que tu dis. Moi je sais que quand j'étais enseignant en histoire, j'avais tendance justement, ça c'était pas du tout bien pour les directives officielles, à raconter énormément, à faire vite, parce que moi j'ai toujours considéré que balancer des chiffres aux gens, leur dire tant de millions de morts, etc., c'était comment les incarner, mais leur faire vivre le quotidien des gens. J'ai eu la chance d'avoir des témoignages comme ça direct, des gens autour de moi qui ont vécu ça, parce que moi ma famille était tulle, j'ai eu la fois de entre autres. Et donc tout à coup, quand ça s'incarne dans la réalité, dans les gens, vraiment, on le vit et là on s'en souvient. Et on a envie d'aller chercher, d'aller gratter tout le monde. Je pense que ça part de là. C'est tout à fait ça. Sans tomber dans le sentimentalisme ou alors dans le sensationnel, on peut incarner, mais vraiment dans la meilleure humanité possible, cette grande histoire, avec des gens qui sont ballottés et qui justement vivent des choses absolument incroyables, terribles, mais aussi incroyables, dans tous les sens du terme. Et cette dimension humaine, je pense que c'est vraiment ça qui est extrêmement important, et dans l'histoire universitaire, scientifique, que les auteurs ont la chance de pouvoir transmettre. Et c'est vrai que dans le secondaire, c'est ça qui est intéressant. C'est essayer de faire vivre, à l'intérieur d'exemples concrets, des notions ou des choses qui sont quand même très 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 abstraites
justement, j'avais un exemple de ce que tu disais, qui se rattache à ce que tu disais, l'aspect humain de l'histoire. Je prends quelque chose de très actuel. Il y a une expo sur Toutankhamon, tout le monde a entendu parler. Toutankhamon est un pharaon qui a très peu régné, et dans l'histoire, dont le nom a été effacé de presque toutes les sources, parce que son père Akhenaton avait voulu imposer une religion d'un dieu unique, Aton. Et en fait, il y a eu le retour de Aton, les successeurs de Akhenaton et de Toutankhamon ont effacé tout leur nom. Et ce qui est intéressant, c'est que le successeur de Toutankhamon, c'était aussi son général. Et il savait forcément où était enterré Toutankhamon. S'il avait vraiment voulu complètement détruire la mémoire de Toutankhamon, il aurait pu complètement l'effacer. Mais il ne l'a pas fait. Et là, on peut complètement partir sur des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Est-ce que ce général est resté fidèle à son maître au delà de la mort? Est-ce qu'il avait du respect pour lui? Donc là, l'aspect humain entre en ligne de compte dans l'histoire. Comme les cadavres de Néandertal, des petits Néandertal de 10-12 ans, et sont enterrés avec leur poupée de terre cuite, des choses comme ça. Et tout d'un coup, on est face à l'humanité de quelqu'un qui a vécu 40 000 ans avant nous, et ça, c'est super fort. De toute façon, l'histoire est faite par les hommes. Donc, c'est forcément une histoire humaine qu'on étudie, mais aussi qu'on va pouvoir retranscrire. Alors ça, c'est vous qui le faites, davantage que moi. Mais de toute façon, l'histoire, c'est l'histoire des hommes. Je crois qu'il ne faut vraiment jamais oublier cette dimension humaine. Sinon, on est dans tout jeu, on est dans de la géographie, on est dans de la biologie, je ne sais pas, mais l'histoire, c'est vraiment l'histoire des hommes. Est-ce que pour vous, écrivain, c'est la volonté d'incarner une période ou justement d'incarner ce qu'on ne sait pas, ou ce qui est un petit peu caché, ou là où il y a un mystère et quelque chose à raconter? Je parle vraiment pour ma part. C'est le jeu de s'imposer une règle du jeu. On a un cadre qui est très fort, qui est sur l'historique. Et après, c'est de jouer un peu avec les éléments que vous soulevez. Il y a des aspects humains qui ne sont pas expliqués. On a des faits, mais finalement, l'interprétation humaine, on n'a pas. Ou il y a des faits tellement insolites que c'est libre d'interprétation. C'est là où on arrive. On ne va pas jouer sur les faits historiques, je ne vais pas jouer sur les faits historiques, mais par contre tout autour, les zones d'ombre, les zones de mystère, je vais me permettre de leur donner une interprétation. Boudica, c'est un très bon exemple pour ça, parce qu'il y a très peu de sources, il y a 2 sources écrites, qui sont en plus des sources romaines, donc ce ne sont même pas des sources celtes, parce que les celtes n'avaient pas d'écriture. En plus, dans les sources romaines, c'est biaisé, c'est les opposants qui parlent d'elle, c'est très celte. On la voit à l'âge adulte. Or, mon roman, c'est de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc il y a bien une hypothèse que je vais devoir poser de 1 an à 20 ans. Et c'est là où je pense que le rôle romanesque intervient. J'ai une source historique, j'ai des recherches historiques, j'ai un contexte historique. Et maintenant, j'ai besoin de l'incarner, de rendre de l'humain et de faire rentrer une hypothèse romanesque qui colle avec l'histoire. Voilà, moi je trouve ça, en termes d'intérêt d'écriture, je ne sais pas où, mais je trouve qu'il y a ce plaisir-là qu'on peut retrouver avec derrière l'historien qui nous donne des coups de bâton, c'est pareil pour moi. Aujourd'hui, oui. Ça procède de la même façon pour toi, de raconter l'histoire d'un mystère ou de cinéma? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, par exemple, tu parlais de Franquia tout à l'heure. Franquia, par exemple, et moi, ça se passe en Seconde Guerre mondiale imaginaire, parce qu'il y a des élèves dans un monde imaginaire, mais j'ai réutilisé. C'est la Seconde Guerre mondiale à peine déguisée, et j'ai réutilisé par contre des témoignages directs de gens qui m'avaient raconté comme ça, genre de mes beau-grand-père, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, on va toujours c'est mon beau-grand-père, mais c'est mon grand-père, a vécu la retraite, il a fait la drôle de guerre, il nous expliquait, voilà, on est resté, il lui expliquait avec ses mots simples, de quelqu'un de simple qui venait de la campagne, qui a raconté ça, qui avec une espèce d'humour un peu, parce qu'il y avait des fois des choses terribles, mais il y avait une espèce d'humour à froid comme ça, aussi pour prendre une distance. Et à un moment donné, ils nous racontaient comment ils avaient attendu pendant des mois, pendant la drôle de guerre, et puis j'ai jamais joué autant aux cartes de toute ma vie, voilà. Et puis tout à coup, ça nous est tombé dessus. Et alors là, on n'a plus rien compris, on s'est retrouvé coupé, enfin, on ne savait pas, donc ils ont traversé avec leurs amis toute la France en diagonale, avec les Allemands derrière. Ils ont rentré dans les bois, on était avec les choses, les cavaliers, on sortait des bois, il y avait un char qui arrivait sur la route, on repartait, ça tirait partout. Il m'a raconté comme ça une soir où il s'était allé dans une tranche, il s'était installé pour dormir la nuit, avec une nuit derrière. Et on s'était installé, et avec eux, il y avait une espèce de colosse, qui s'appelait Gaspard, on s'est installé, tout à coup, il y a eu du bruit, on a entendu un bruit, il y a la porte qui est ouverte, et il y a un Allemand qui a ouvert la porte avec un fusil mitrailleur, et Gaspard a pris une pelle,
la séparation de mon père. Je me raconte ça comme ça, et je voyais la scène, et comme s'il ne croyait même pas encore lui-même. Et je me disais, voilà, je le raconte avec, on va essayer de passer avec autre chose, ils ont vécu des choses comme ça. On n'imagine même pas dans le truc, on est là, voilà, on se dit, mais ça, cette mémoire, ces effets, c'est des trucs terribles, des choses des fois plus marrantes. Ils m'expliquaient qu'ils traversaient un pont parce que le génie devait faire sauter les ponts derrière eux, en fait, sur simplement les soldats. Et eux, ils voulaient partir parce qu'ils voulaient passer en velours, enfin, ils voulaient partir, enfin, ils descendaient. Il dit le pont devait exploser. Ils avaient un Marseillais avec eux, qui avait un accent un peu plutôt, ils ont dit on passe sur le pont, tant pis, on passe. Et puis, ça commence à faire des bruits très malades, et l'autre s'est hurlé, le pont pète, le pont pète. Et donc, ils ont réussi à passer, ils sont passés de l'autre côté, ils ont passé en zone, ils sont enlevés à l'ordon, alors que c'est un mari qui est empêché. Et des choses comme ça, des témoignages, on a envie de les transmettre d'une manière ou d'une autre, enfin, vraiment. Pour moi, c'est un travail fantastique, mais je l'ai fait quand même. J'ai récupéré, je l'ai mis dans le livre. Moi, en fait, l'histoire, je l'utilise un peu comme l'imaginaire, c'est-à-dire comme une boîte à outils. En fonction de ce que je veux raconter, je me demande quelle période historique peut m'inspirer le plus. Alors là, en l'occurrence, dans la croisade éternelle, c'est une pseudo-Mésopotamie. C'est pas un hasard, alors il y a plusieurs choses. D'une part, la Mésopotamie, on la connaît mal. Donc du coup, c'est comme voyager dans un pays étranger. Les mœurs, la société est un peu étrange parce qu'elle est dominée par une religion qui détermine toutes les relations sociales et la hiérarchie sociale. C'est super de raconter l'histoire de personnes qui sont écrasées par un cadre. L'héroïne est une esclave, elle appartient à son maître. Et en même temps, elle est prêtresse. Il y avait réellement des prêtres esclaves en Mésopotamie. On peut se demander comment ces gens ont vécu et ont eu des relations sociales avec les autres. Ça doit être très particulier quand même. Et là en plus, je peux me décoller sur m'adosser sur toute la mythologie mésopotamienne. Ce qui est intéressant avec les premières nations, je parlais de l'Égypte antique, c'est la même chose avec la Mésopotamie, c'est que leur passé en fait est une mythologie. L'histoire en tant que telle n'existe pas. Donc pour le Mésopotamien, les aspects tribaux de sa vie, les dieux et les héros comme Gilgamesh par exemple sont aussi crédibles que les aspects tribaux de leur vie. On s'y croit, la légende existe, les dieux sont proches d'eux. Et donc cette prégnance de la religion, j'en avais besoin pour la croisade éternelle. Présenter un personnage qui est complètement écrasé par un cadre.